Il était déjà 22h30. Quand j'ai glissé ma clé dans la serrure de mon petit appartement à Asheville. Le week-end m'avait épuisé. Accueillir 24 proches sous un même toit pendant 2 jours était déjà assez épuisant, mais le faire en gardant chaque sourire poli et chaque réaction mesurée. C'était la guerre, les perles et le rôti. J'ai enlevé mes chaussures, j'ai déposé mon fourre-tout près de la porte et je me suis dirigé directement vers la cuisine. Mon réfrigérateur bourdonnait comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone en attendant que la bouilloire bout. La balance me regarda comme une gifle en plein visage. 63,71 $. J'ai cligné des yeux, actualisé l'écran, fermé l'application et les rouverte. Toujours 63,71 $. Il y a moins de 48 heures, ce compte contenait 9100 $, soigneusement économisés pendant des mois, destinés à un dépôt chirurgical dont je n'avais parlé à personne. Mes mains ont commencé à trembler. Mon rythme cardiaque a saccadé, comme s'il apprenait un nouveau rythme. Je me laissai tomber sur le tabouret de la cuisine et appelai la banque, tâtonnant parmi les questions de sécurité avec la bouche sèche. Les transactions récentes ont toutes été effectuées à partir d'un appareil préalablement connecté, a déclaré calmement la représentante, comme si elle confirmait une commande de salade. L'adresse IP est liée à un ordinateur portable ASU enregistré sur le réseau domestique de votre mère. Mon sang s'est glacé. 10 minutes plus tard, j'étais de retour au volant, les cheveux toujours attachés dans le même chignon serré du dîner de retrouvailles, traversant les collines sinueuses en direction de mon quartier d'enfance. Les lumières étaient toujours allumées chez maman lorsque je me suis garé dans l'allée en gravier. À l'intérieur, tout était si familier. La lumière jaunâtre de la cuisine, l'odeur du thé à la camomille, le ruisseau dans le plancher du couloir et le sentiment de ne plus avoir ma place ici. Céleste, ma sœur aînée, était blottie sur le canapé avec un verre de vin rouge, défilant sur son téléphone comme si de rien n'avait bougé. « Tu es déjà de retour », dit-elle sans même lever les yeux. J'ai vérifié mon compte, dis-je d'une voix aiguë, cassante, presque étrangère même à moi. Bradley sortit de la cuisine avec une canette de soda, appuyée contre le réfrigérateur comme si c'était la pose la plus naturelle au monde. « Détends-toi, Tessa. Nous avions plus besoin de cet argent que toi. » Je me suis figé. Ma bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. L'air s'épaissit. La pièce tournait légèrement et j'avais l'impression que mes côtes s'étaient effondrées vers l'intérieur. Céleste haussa les épaules. Ne sois pas si dramatique. Tu as un bon travail. Pas d'hypothèque, pas d'enfant, tu vas rebondir. Je me suis tourné vers le coin de la pièce où maman tricotait comme une femme dans une publicité pour une maison de retraite. Saviez-vous ? Ai-je demandé, à peine un murmure. Elle n'a même pas arrêté de coudre. Tessa, chérie, tu as toujours eu plus que les autres. Qui a-t-il de mal à aider ? J'ai regardé papa, penché dans son fauteuil inclinable, le téléphone allumé à quelques centimètres de son visage. Il n'a pas croisé mon regard. Ne fais pas de ça une scène, marmonna-t-il. C'est une affaire de famille. Un goût aigre remplit ma bouche. Comment es-tu arrivé à mon compte ? Céleste a retourné ses cheveux. Tu as utilisé l'ordinateur de maman et tu ne t'es pas déconnecté. C'est de ta faute. Bradley rit dans sa barbe. Ce n'est pas comme si nous avions acheté un bateau. Juste du loyer, de l'épicerie, des trucs réels. J'ai scanné leur visage. Aucune excuse, aucun regret, juste un licenciement discret et justifié qui disait que nous avions le droit. Je restais complètement immobile. Mes doigts se sont serrés en poing. La bouilloire derrière moi a crié comme si elle avait compris. Finalement, j'ai récupéré mes clés sur la table, me suis tourné vers la porte, puis j'ai fait une pause. Si vous pensez que je vais laisser tomber ça, dis-je doucement, attendez et voyez. Céleste a ri comme si j'avais fait une blague, mais elle n'a pas ri longtemps. La pluie a commencé juste au moment où j'arrivais dans le parking vide de Riverside Grove. Il était presque minuit, mais je ne voulais pas rentrer chez moi. Pas encore. J'avais besoin d'air, d'espace, de quelque chose qui ne sente pas la trahison et le vin bon marché. Je suis resté assis dans la voiture pendant un moment, regardant la pluie tomber sur le pare-brise, chaque goutte faisant écho au poids dans ma poitrine. J'ai rouvert l'application bancaire. 63,71 $. Toujours là, toujours moqueur, toujours froid. Je ne pouvais pas dire que j'étais entièrement surpris. J'avais juste espéré, naïvement, bêtement, qu'on n'en arriverait pas là.
Il y a quelques mois, j'avais 52 ans. Pas de fête, juste une carte du bureau et un câlin maladroit d'un collègue que j'aimais à peine. Ce soir-là, Céleste a appelé. Les frais de scolarité de Riley sont encore en retard. Pouvez-vous m'aider? Juste pour une fois, j'ai aidé. Ce n'était jamais qu'une seule fois. Il y a 4 ans, lorsque Bradley a perdu son emploi au magasin de pneus, j'ai payé leur loyer pendant 3 mois. Nous vous rembourserons d'ici le printemps, avait-il dit. Le printemps allait et venait. L'argent aussi. 6 ans auparavant, lorsque maman avait besoin d'une chirurgie dentaire, j'avais annulé mon voyage en Oregon et payé d'avance. Elle n'a jamais demandé ce que cela faisait, elle a seulement souri et dit « Tu es une si bonne fille ». Ils appelaient cela l'amour, mais l'amour ne s'accompagne pas d'un historique de transactions. Dans la pénombre de mon tableau de bord, j'ai ouvert mon application Notes, faisant défiler un dossier que j'avais intitulé « Trucs de famille ». Ce n'était pas bien organisé, juste des fragments, des captures d'écran, des confirmations de paiement, des rappels de prêt. Chaque fois qu'ils avaient besoin de moi, je le connectais. Non pas parce que je les suivais, mais parce qu'une partie de moi avait besoin d'une preuve que je ne l'imaginais pas du tout. La première entrée, le 3 mars, 2102,50 $. La facture de téléphone de Céleste. Elle avait perdu son emploi cette semaine-là. Je viens d'en commencer un nouveau. Elle a dit que j'avais de la chance. J'ai accepté. Ce mot m'a suivi pendant des décennies. Chanceux. Heureusement d'être en bonne santé. Heureusement de vivre seul. Heureusement d'avoir un salaire décent. La chance de tout payer sans se plaindre. Ce n'était pas de l'amour. C'était un devoir enveloppé de culpabilité, et ils l'ont bien exercé. Il y a 2 anniversaires, j'ai acheté à Riley un vélo pour 1250 $, sans compter le casque. Quand j'ai hésité, maman a dit doucement. Tu sais qu'elle t'admire, n'est-ce pas? Cela signifierait tout le monde. J'avais renoncé à tant de petites joies pour nourrir les leurs. Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord pour sauter des vacances, manger des ramen pendant un mois pour payer la facture de service public de maman ou rester tard au travail pour couvrir les heures supplémentaires auxquelles je ne pouvais pas dire non. Ils n'ont jamais demandé et je n'ai jamais proposé parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. Mais ce soir, alors que le ciel pleurait et que je regardais ces pitoyables 63,71 $, quelque chose s'est cassé. Ni fort, ni violemment, juste doucement. Comme un fil qui se brisait au plus profond de ma poitrine, j'ouvris un nouveau message, intitulé « La dernière fois ». Puis j'ai commencé à écrire « Bradley, 900 $ de loyer, juillet 2020. Céleste, 300 $ pour le voyage scolaire de Riley, février 2022. Maman, 740 $ de soins dentaires, août 2016. Épicerie, réparation, transfert de nuit au pas pour le récupérer, pour ne pas le leur envoyer, mais pour ne jamais l'oublier, pour ne plus jamais le permettre. Lundi matin, j'avais à peine dormi. La pluie s'était calmée, mais pas la tension en moi. Cela collait à ma peau comme une fièvre. À 8h10 précises, j'ai rappelé la banque. Cette fois, j'ai demandé un rapport complet des transactions couvrant les 10 derniers jours. Le représentant, à l'autre bout du fil, était poli, efficace et ignorait complètement à quel point c'était personnel. À midi, j'avais le dossier de 17 pages. J'ai imprimé chaque feuille au centre FedEx du centre-ville, je les ai agrafées ensemble pour former une grosse pile et j'ai acheté un stylo rouge. Ensuite, je me suis assis à la table de ma cuisine, surligneur à la main, et je me suis mis au travail. Page 4. Un retrait de 2874,12 $ d'une adresse IP reliée au routeur de ma mère. Page 6. 350 $ chez Greenleaf Pharmacy répertorié sous un compte de fidélité lié à Céleste. Page 9. 119,99 $ pour un casque de jeu pour enfants. Riley n'en avait même pas besoin d'un autre. J'ai encerclé chaque charge lentement, soigneusement, comme si je construisais une carte de trahison. Au moment où le soleil s'est couché derrière les montagnes, j'avais marqué plus de 4600 $ à l'encre rouge. Mardi soir, j'ai appelé maman et lui ai dit que j'étais passé pour une soirée rôtie. Elle avait l'air contente. Ce détail est plus profond que prévu. La maison sentait le romarin et la familiarité. Céleste était déjà là, assise en bout de table comme si elle lui appartenait. Bradley versa de la limonade avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui pensait s'en tirer à bon compte. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai posé doucement un dossier sur la table,
comme si je posais un piège. J'ai examiné chaque accusation, dis-je. Ce compte n'a pas été simplement consulté. Il a été systématiquement vidé à cette adresse. Personne n'a bougé. Maman a remué sa salade. Papa a froissé son journal. Céleste regardait le plafond comme si elle cherchait une intervention divine. Tu as utilisé l'ordinateur de maman, dit-elle finalement. Ce n'est pas comme si nous avions piraté quoi que ce soit. Vous l'avez laissé ouvert. Je l'ai regardé. Alors tu l'admets? Elle haussa les épaules. Ce n'est pas la première fois que vous nous aidez. Je n'ai pas accepté de t'aider cette fois. La canette de soda de Bradley siffla lorsqu'il l'ouvrit. Tu es toujours aussi dramatique, Tess. Ce n'est pas du vol. C'est aider la famille à survivre. Non, dis-je d'une voix basse, ferme et définitive. Aider, c'est quand quelqu'un demandait que l'autre est d'accord. Ceci, c'était un vol calculé. Vous avez attendu. Vous avez regardé, puis vous avez pris. Maman leva enfin les yeux, sa voix douce comme de la dentelle. Tessa, tu vis seule. Tu n'as pas de dette. Tu n'as pas d'enfant à élever. Céleste fait de son mieux. Faire de son mieux n'implique pas de piller le compte de quelqu'un d'autre. Papa a plié son journal. Ne sois pas si dur. Tu as toujours été la personne la plus forte de la famille. Tu sais que personne d'autre ne pourrait gérer la pression comme toi. Ne confondez pas endurance et consentement, dis-je en silence. Puis Céleste a claqué sa fourchette. Nous ne sommes pas allés faire les courses avec. D'accord. C'était le loyer. Les médicaments contre l'asthme de Riley. La voiture est tombée en panne. Tu penses que c'était facile pour nous? Je pense, répondis-je, vous vivez en partant du principe que je ne dirai jamais non. La salle retint son souffle. Pour la première fois, j'ai regardé chacun d'eux, non pas comme un membre de la famille, mais comme des étrangers portant le visage de personnes en qui j'avais confiance. Ensuite, j'ai ouvert mon sac à main et j'en ai sorti une enveloppe scellée de manille. Je vais vous le demander à tous une dernière fois. L'un d'entre vous avait-il l'intention de me le dire, de s'excuser ou de me rendre quoi que ce soit? Personne n'a parlé. J'ai hoché la tête. Alors c'est moi qui choisis de ne plus être ton filet de sécurité. Papa fronça les sourcils. Céleste ouvrit la bouche mais ne dit rien. Les mains de maman tremblaient légèrement, toujours posées sur son saladier. Bradley rit une fois, sec et vif. Qu'est-ce que tu vas faire, Tessa? Appeler les flics? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Regardez-moi. Puis je me suis retourné et suis sorti de la maison que j'appelais autrefois chez moi. Cette fois, je n'ai même pas regardé en arrière. Le mercredi matin est arrivé avec le genre de soleil glacial qui rendait tout plus propre qu'il ne l'était en réalité. Je me suis habillé comme si c'était n'importe quel autre jour. Mais au lieu de me rendre au bureau, j'ai conduit le centre-ville jusqu'à la division des crimes financiers du comté de Buncombe. Le lobby était calme, stérile, un peu trop froid. Je me suis assis en face d'un jeune officier nommé détective Quinn, qui m'a offert de l'eau et m'a demandé mes papiers. Je lui ai remis l'enveloppe, marquée, codée par couleur, horodatée, reçu, virement, données IP, capture d'écran. Tout était là. Elle feuilleta les pages, l'expression illisible. Nous allons ouvrir une enquête préliminaire pour fraude financière et accès non autorisé à des informations personnelles, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête. Ces individus me sont tous liés, ai-je ajouté. Ça ne change rien, n'est-ce pas? Légalement, dit-elle en croisant mon regard. Non, le vol est le vol. Quand j'ai quitté le commissariat, les nuages roulaient au-dessus des Blue Ridge Mountains. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 2 semaines plus tard, par un jeudi gris et calme, j'étais en plein appel Zoom avec un client lorsque mon téléphone a commencé à sonner. Je me suis mis en sourdine et suis monté sur le balcon. Numéro inconnu. Mademoiselle Monroe. Ici le détective Quinn. Nous avons terminé l'enquête préliminaire. Il y a suffisamment de raisons d'avancer. L'unité d'enquête commencera à rendre visite à chaque individu aujourd'hui. Je n'ai pas parlé tout de suite, non pas parce que j'étais surpris, mais parce que le soulagement, réel et complet, n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, cela se présente comme ça. Calme, stable, définitif. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, mon téléphone s'est allumé.
Maman, puis Céleste, puis Bradley. Je n'ai pas répondu. Les textes ont suivi. Tessa, qu'est-ce que tu fais? As-tu vraiment appelé la police? Appelle ta mère maintenant. Vous exagérez cela de manière disproportionnée. J'ai éteint le poêle. 1 heure plus tard, un voisin a envoyé un message. Il y a 3 personnes devant la maison de ta mère, vêtues de vestes pour délits financiers. Elles ont posé des questions sur toi. J'ai regardé le message pendant 1 minute entière avant de poser le téléphone. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne souriais pas. Ce que j'ai ressenti, c'était le calme, celui qui s'installe après des années de secouer. Vendredi matin, je suis arrivé au travail plus tôt que d'habitude. Dans l'ascenseur, j'ai remarqué des regards curieux, maladroits, peut-être même sympathiques. Mon manager, Marcus, m'a surpris dans le couloir. Et, nous avons reçu un appel d'un journaliste local demandant de vérifier votre nom dans le cadre d'une enquête financière ouverte. Il n'a pas poussé, il a juste posé une main chaude sur mon épaule. Nous n'avons rien confirmé. Mais si vous avez besoin de temps, dites simplement le mot. Je l'ai regardé calmement. C'est bon, dis-je. Je fais ce qu'il faut. Cette nuit-là, je me suis assis près de ma fenêtre, un thé à la main, regardant les lumières scintiller dans le complexe d'appartements de l'autre côté de la rue. Derrière certaines de ces fenêtres, j'imaginais d'autres personnes comme moi. Les donateurs silencieux apprennent tout juste à dire non. Mon téléphone a encore sonné. Un message de papa. Juste une phrase. La banque a envoyé un avis de saisie. Si nous ne payons pas dans les 30 jours, nous perdons la maison. Aucune excuse. Aucun regret, juste l'attente tacite habituelle. Tessa va résoudre ce problème. Elle le fait toujours. Mais cette fois, elle ne le ferait pas. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, alors que le vent faisait bruisser les vitres et que la poussière s'infiltrait, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le dossier que je construisais depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des emails, des relevés bancaires, des captures d'écran Venmo et même des messages textes des vacances que j'avais passés à transférer de l'argent au lieu de manger de la tarte. Quelque part parmi ces pages, j'ai retrouvé mon ancien moi. La version qui a dit oui sans hésitation, qui a pardonné avant même que des excuses ne soient présentées. Elle était fatiguée, mais maintenant elle n'était plus là. Et à sa place se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui comprenait la différence entre générosité et survie. Samedi matin, mon téléphone était devenu un champ de bataille de notifications. Appels manqués, messages vocaux, SMS si longs qu'ils ont dû être divisés en plusieurs parties. Je les ai laissés venir. Je n'en ai lu aucun. Ce n'était pas le silence dont j'avais envie. C'était l'espace. Espace entre moi et les gens qui n'avaient su m'atteindre que lorsque quelque chose était cassé. Jamais quand je l'étais. À midi, Céleste m'a envoyé un message qui m'a serré le ventre. Mon compte bancaire est gelé. Je ne peux pas payer les frais de scolarité de Riley. Vous gagnez. Êtes-vous heureux maintenant? Vous gagnez. Comme si c'était un jeu. Comme si l'argent volé, les mensonges, la manipulation et les années de dette émotionnelle n'étaient que des mouvements sur un plateau cruel. Cela ne s'est pas arrêté là. Ce soir-là, un autre message arriva, cette fois de Bradley. C'était court, désespéré et douloureusement transparent. Il a dit qu'il avait été suspendu de son travail, que son employeur était en train de revoir ses activités financières, que cela pourrait tout gâcher. Il m'a supplié de dire quelque chose, de régler le problème, d'arrêter ça avant que ça n'aille trop loin. Il a qualifié cela d'erreur. Il m'a appelé différemment des autres. Il a qualifié cela d'injuste. Le même homme qui se moquait autrefois de moi dans la cuisine de ma mère, une canette de soda à la main, implorait désormais grâce comme s'il n'avait jamais tenu le pont entre nous. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre message, cette fois de maman. Sa voix dans la messagerie vocale était douce, presque tremblante. Je sais que j'avais tort, murmura-t-elle. Mais si nous perdons la maison, je ne sais pas comment je vais survivre. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Pas un mot sur ce qu'elle a fait. Pas un murmure d'excuses, juste de la peur. Peur de perdre ses biens, pas ses relations, ni sa fille. J'ai posé le téléphone face contre terre, me suis servi une deuxième tasse de café et me suis tenu près de la fenêtre. Dehors, un mince brouillard roulait sur les montagnes comme un doux rideau tirant sur une scène fatiguée. C'était définitif. Pendant des années,
j'avais été le machiniste, mettant la table, virant l'argent, aplanissant tous les désagréments. Et maintenant que j'avais quitté la scène, il se bousculait. Mais il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de libération. En milieu d'après-midi, j'ai préparé une petite valise. Pas de notes dramatiques, pas d'au revoir sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à rouler vers l'ouest. Pas de GPS, juste l'instinct et la voix douce à l'intérieur qui disait « Il est temps ». Mardi, j'étais à Sedona, en Arizona, un endroit que j'avais visité une fois lors d'un voyage d'affaires, où les canyons de roches rouges rencontraient des cafés tranquilles et où le silence ne semblait pas lourd. C'était mérité. J'ai trouvé un studio meublé avec de hautes fenêtres et une vue sur les falaises. J'ai signé un bail court, payé intégralement, déballé en moins d'une heure. Personne ne m'a appelé ce jour-là, et je n'ai appelé personne non plus. Il n'y a eu aucune urgence, aucune faveur, aucun sentiment de culpabilité déguisé en conversation. Il n'y avait que moi, le bruit du vent sur la pierre sèche et la douce certitude que j'étais entré dans une vie où ma valeur ne se mesurait pas à ce que je pouvais donner. 3 jours plus tard, je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'ai préparé du café et je me suis assis à mon nouveau bureau, la lumière du soleil entrant à travers les rideaux. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à rédiger un long rapport détaillé sur la stratégie de travail. Pas de distraction, pas d'alerte bancaire, personne ne demandant juste un peu d'aide, juste de la concentration, juste de la paix, juste Tessa. 2 semaines après s'être installé à Sedona, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. J'ai commencé à dormir. Pas le genre de sommeil dans lequel on s'effondre après l'épuisement, mais un vrai repos. Le genre où vous vous réveillez et n'avez pas l'impression que 1000 mains invisibles tirent déjà sur votre temps, votre argent, votre esprit. J'ai nettoyé le studio lentement, délibérément, un tiroir à la fois. J'achetais des tulipes fraîches tous les dimanches au petit marché situé à 2 pâtés de maison. J'en ai rempli des vases, non pas parce que n'importe qui pouvait les voir, mais parce que je voulais regarder quelque chose de vivant qui ne me demandait rien. Et puis vint l'appel de Julien. Il était mon directeur régional, basé à San Francisco, et nous ne nous étions pas parlé directement depuis près d'1 an. Mais ce matin-là, alors que j'étais assis les jambes croisées sur le balcon dans un pull en tricot que j'avais oublié que je possédais, mon téléphone a sonné. Tessa, dit-il chaleureusement, j'ai examiné votre travail récent. Ce jeu de stratégie que vous avez soumis la semaine dernière. Il fut un temps où j'aurais hésité, j'aurais pensé à maman ou à Riley, ou si je pouvais en assumer davantage tout en restant le fond d'urgence pour tout le monde. Mais cette version de moi ne répondait plus au téléphone. Alors j'ai dit calmement, oui, je suis prêt. Julien rit. Je ne m'attendais pas à ce que tu hésites. Les RH t'appelleront cette semaine. Félicitations, Tessa. À la fin de l'appel, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas applaudi. J'ai juste souri. Une sorte de sourire calme qui venait du fait de savoir que j'avais finalement fait un choix sans aucune condition. Cet après-midi-là, j'ai parcouru le sentier du canyon juste derrière le complexe d'appartements. Les roches rouges brillaient comme des braises sous le soleil tardif et, pour la première fois depuis des années, mon esprit ne s'emballait pas. Pas de liste de courses, pas de calculs annexes, pas de souvenir d'un compte bancaire vidé, juste du souffle. Le lendemain matin, je suis retourné dans un café que je n'avais visité qu'une seule fois auparavant, il y a 5 ans, lors d'un rapide voyage à travers l'Arizona. Je me souvenais du jazz qu'il jouait, des scones au miel et à la lavande, du vieil homme assis près de la fenêtre dessinant des montagnes sur du papier jaune. Rien n'avait changé. Même le barista lui semblait vaguement familier. « Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas » a-t-elle demandé en me tendant un cappuccino. J'ai hoché la tête. « Il y a longtemps, juste de passage. »« Je suis contente que tu sois revenu, dit-elle. Cet endroit, il garde les plus calmes. » Je me suis assis à la même table d'angle près de la fenêtre, j'ai siroté lentement et j'ai ouvert le journal que j'avais apporté d'Asheville. À l'intérieur, les pages contenaient toujours le compte de ce qui m'avait été pris. Mais maintenant, je me suis tourné vers une page blanche. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste une ligne. Cette fois, tout ce que je construirai sera à moi. Ce soir-là, alors que je me blottis sous une couverture avec les fenêtres ouvertes sur l'air rafraîchissant du désert, j'ai lu quelques vieux messages d'amis avec qui j'avais perdu contact. Les gens qui connaissaient les versions plus légères de moi avant que le don ne devienne constant. Puis est arrivé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Un email d'une personne nommée Mélanie. Salut, Tessa.
Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Je suis une cousine du côté du mari de Céleste. Nous ne nous sommes rencontrés que 2 fois lors de réunions de famille. Une fois, tu m'as ramené à la maison après une fête d'anniversaire. Je n'ai jamais oublié ça. J'avais 16 ans et j'étais trop timide pour parler. Mais je me souviens de toi. Elle a continué. J'ai entendu ce que tu as fait. J'ai entendu comment tu t'es levé et tu es parti. Je vis dans un endroit similaire depuis des années. Donner, plier, dire oui jusqu'à ce que j'oublie ce que je voulais. Votre histoire a changé quelque chose en moi. Cela m'a rappelé que la gentillesse ne signifie pas être consommée. Merci de m'avoir montré que c'est normal de tracer une ligne. J'ai lu ces mots 3 fois, non pas parce qu'ils m'ont surpris, mais parce qu'ils me faisaient l'effet du soleil sur une cicatrice. Sans le guérir, ni le réparer, mais en reconnaissant qu'il avait toujours été là. J'ai répondu simplement, merci d'avoir dit cela, et oui, c'est bien de tracer une ligne. En fait, c'est nécessaire. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé la lumière du soir. Quelque part entre les falaises rouges et le ciel calme, je pouvais le sentir. La vie que je réclamais enfin. Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais libre. L'automne à Sedona arrive tranquillement. Les jours raccourcissent juste assez pour que les matins soient frais, que les feuilles sèchent sur les bords et s'enroulent comme de vieilles lettres. Un dimanche après-midi, je me promenais dans le marché du village en sirotant du cidre chaud, enveloppé dans un châle en laine que je n'avais pas porté depuis le début de la trentaine. Une femme est passée avec sa fille, âgée d'environ 5 ans, sur un scooter rose vif. « Ralentissez, chérie », cria-t-elle en riant. Je m'arrêtai un instant. Il y avait quelque chose à ce moment-là, la voix d'une mère, le rire d'un enfant, le vent attrapant l'ourlet de mon écharpe qui ressemblait à un tableau dans lequel je pouvais enfin entrer. Avant, je pensais que je devais tout faire pour suffire à ma famille. Avant, je pensais que l'amour signifiait sacrifice, signifiait payer la facture, signifiait sauter les vacances, signifiait rester assis en silence quand j'avais envie de crier. Mais maintenant, je savais quelque chose de plus vrai. L'amour n'exige pas l'effacement de soi. La vraie famille ne vous mesure pas à votre utilité. Quelques jours plus tard, j'ai accroché un tableau abstrait dans mon appartement. Cela ne correspondait à rien. C'était audacieux, chaotique, plein de couleurs, exactement ce qu'on m'avait toujours appris à éviter. Mais j'ai adoré, et c'était suffisant. Mes journées s'installaient selon un rythme qui n'appartenait qu'à moi. Yoga matinal au centre communautaire. Appel Zoom hebdomadaire avec mon équipe de retour au travail. Un cours de poterie tous les samedis où personne ne connaissait mon nom de famille ni ce que j'avais quitté. J'ai planté un petit jardin d'herbes aromatiques sur le balcon. Basilic, thym, lavande. Il devenait lent et obstiné comme la guérison. De temps en temps, je recevais un autre message de quelqu'un dont je me souvenais à peine. Un collègue de travail, un cousin germain, l'ami d'un ami. Tessa, ce que tu as fait m'a donné du courage. J'ai dit non pour la première fois depuis des années. J'ai fixé une limite et pour la première fois, je ne me suis pas excusé. Un jour, j'ai reçu une carte postale par la poste d'une femme nommée Kelly. Elle avait été assistante junior dans mon entreprise il y a des années. Au dos, elle avait écrit « Tu m'as dit un jour qu'il n'était pas nécessaire de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. » Je ne l'ai jamais oublié. J'ai déménagé à Florence le mois dernier. Je peins enfin à nouveau. Cette carte postale se trouve maintenant sur mon réfrigérateur à côté d'une photo que j'ai prise du canyon au lever du soleil. 2 rappels. La lumière peut revenir. Et parfois, les choses que nous perdons, la famille, la tradition, l'approbation, font de la place à des choses que nous n'avions jamais osé imaginer. Je ne suis jamais retourné à Asheville. Je ne suis jamais revenu à la maison avec le rôti au romarin et les trahisons à voix douce. Ils appellent encore parfois, mais plus aussi souvent maintenant. Parfois, c'est un message vocal silencieux. Parfois, il s'agit d'un long texte empreint de culpabilité. Je ne les bloque pas. Je ne réponds pas non plus. Pas par dépit, mais parce que j'ai enfin appris que certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées pour rester fermées. Ils doivent simplement rester fermés. Je n'attends plus d'excuses. Je ne recherche pas la compréhension de ceux qui n'ont jamais voulu me voir clairement en premier lieu. Je recherche la paix. Et chaque fois que je respire cet air du désert, chaque fois que je sirote du thé sans attendre de l'autre côté, je sais que je l'ai trouvé.
La famille à laquelle j'appartiens aujourd'hui est celle que j'ai construite doucement au fil du temps. Des gens qui ne me demandent pas de rétrécir. Des gens qui me rencontrent là où je suis. Des gens qui offrent sans demande. Parfois, ce qui était autrefois me manque encore. Mais je n'en ai plus envie parce que je comprends enfin. Je n'ai pas perdu ma famille. Je me suis retrouvé. Et elle valait tout ce qu'il en coûtait pour arriver ici.